et bienvenue chaleureuse à la séance. Je m'appelle Sam Meros, j'appartiens à la Banque mondiale. Merci de votre présence. Je sais que nous sommes en période de somnolence postprandiale, mais je ne vérifierai pas pour savoir qui somnole et surtout qui ronfle. Donc nous avons maintenant devant nous une séance des plus enthousiasmantes de 1h30 avec des représentants de l'île Maurice, de la Slovénie et de la Corée. Et nous allons également faire appel à l'expérience mondiale. Et nous avons 4 intervenants distingués. Nous essayons de maintenir un équilibre entre les différents sexes, mais il y a une petite ségrégation quand même. Alors, je vais d'abord tracer le cadre de nos exposés. Et avant chaque intervention, je présenterai la présentatrice ou le présentateur en quelques mots, rassurez-vous. Vous aurez une dizaine de minutes de parole et j'espère que nous pourrons, en l'espace nous disposerons d'une demi-heure pour la réponse aux questions et aussi pour que vous nous communiquiez votre riche expérience en tant qu'auditoire. Et donc, nous avons l'occasion de faire un lien entre l'état civil, les systèmes d'état civil et les systèmes d'identification. Parfois, nous avons une polarisation du côté de l'identification, de l'ESSEC et les autres qui disent « Oh, mais non, il y a un grand nombre de pays qui n'ont pas de système d'état civil, et alors pourquoi ne pas mettre au point ce que l'on appelle l'identité légale ?» Et je crois que l'objectif, en fait, consiste à intégrer les systèmes d'identification civile et d'identification, les systèmes d'inscription civile et les systèmes d'identification. Alors, certains principes pourraient guider cette fusion de manière à garantir qu'il y ait au moins un élément, quelques éléments communs d'intégration. Alors, pour ce qui est des certificats de naissance, et on prend un certain nombre de données biographiques, c'est-à-dire le nom, la date de naissance, le nom des parents, et ceci est très important pour établir l'identité. Puis, il se peut que se produisent des situations en vertu desquelles vous ayez 2 personnes de la même localité, nées le même jour, avec le même prénom et le même patronyme. Et là, il devient difficile de savoir si c'est A ou B qui a ces éléments communs. Et puis, il y a des gens dont le certificat de naissance ne permet pas de dire si ce certificat de naissance lui appartient. Et donc, là, il nous faut d'autres identifiants tels qu'une photo de la personne ou un numéro d'identification sociale, d'assurance sociale, ou d'autres éléments de la même matrice. Voilà, ce sont des attributs importants. Je crois que la chose la plus importante, c'est d'avoir un numéro d'identification unique qui nous permet de rattacher un système aux autres éléments du système. Et dans certaines cultures, dans un pays, nous avons un système de certificat de naissance. On vous attribue un numéro au moment de l'inscription auprès de l'état civil. Et en fonction du système législatif du pays, lorsque la personne demande une carte d'identité, eh bien, ce numéro d'identification lui est assigné et c'est incorporé au système national civil ou d'état civil. Alors, pourquoi faudrait-il avoir 2 numéros pour la même personne si on ne lui donne pas le même numéro? Et donc, je pense que nous allons avoir donc quelqu'un qui va nous en parler. Et donc, c'est Sanjay qui va prendre la parole pour nous en parler. Sanjay Dalwakader, qui est directeur de Global ID Consultancy.
Merci, Samuel, de cette présentation aimable. Et j'aimerais remercier en quelques mots la CERDI de m'avoir invité à intervenir. Cet exposé découle d'une étude qui a été faite pour le compte de la Banque mondiale et dont un certain nombre de représentants sont ici, des nôtres aujourd'hui, et donc je peux dire que cette étude est le résultat d'un travail collectif. Cela dit, je ne me soustrais absolument pas à la responsabilité qui est la mienne en présentant ce contenu, et donc je vous remercie de m'avoir incorporé à l'étude et de me la faire présenter. Oh God, sorry. I did the wrong way. It's okay, you got it now. Yes. Nous y voici. L'un des avantages de ne pas intervenir comme premier conférencier dans un congrès, c'est qu'un certain nombre de concepts ont déjà été élucidés. Donc souvent, nous travaillons de façon segmentée et cloisonnée. Et ces systèmes de, comme on dit, de silos ou de segmentation ne font pas de lien entre l'identité physique et l'identité juridique. Et par exemple, les notions n'évitent pas les doubles emplois et ne permettent pas d'optimiser les avantages. Et nous voyons qu'il existe un système d'inscription à l'état civil et puis un système national d'identité nationale, et puis alors toute une série d'autres systèmes à caractère fonctionnel, tels que par exemple aux fins d'attribution d'une pension de retraite, entre autres. Oh, yeah, sorry. No, don't get scared with this. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il faut quand même que dans tout exposé, il y ait un graphique, un diagramme compliqué. Le voici, c'est le seul. Donc ça montre bien que ces systèmes sont reliés les uns aux autres et ils peuvent se référer les uns aux autres et que cela permet de démultiplier les avantages offerts par l'un et l'autre. Et lorsque nous parlons de systèmes fonctionnels comme celui des pensions, eh bien, les pensions pourraient bénéficier de l'identification biométrique. On veut savoir également pouvoir se reporter à l'état civil. Et si l'on fusionne ces deux ensembles de données, on commence à voir les avantages de ce que devraient pouvoir apporter comme contribution les systèmes d'identification. Et le système d'identification civile donne l'identité civile de la personne. Il y a également le système d'identification civile, qui donne les attributs physiques de la personne, et donc il faut les rattacher le plus possible afin d'optimiser les avantages. Et puis si on l'organise de la façon que je décris dans le diagramme, je crois que Jonathan en a parlé ce matin, l'identité est composée des éléments biographiques et des éléments biométriques. Et donc, il s'agit de les placer en regard les uns des autres. Donc, nous avons un système d'inscription à l'état civil et c'est là que l'on peut mettre les éléments biographiques alors que l'autre système est le système où l'on peut mettre les éléments biométriques. Alors maintenant, je vais sauter à pieds joints un certain nombre d'étapes, mais nous sommes entre experts. Donc, si nous devions maintenant faire un lien entre l'inscription civile et l'identification, eh bien, il faudrait passer par l'une de ces quatre modalités. Et l'une des façons, donc la façon naturelle, si on pouvait générer un numéro d'identité unique au moment de l'inscription de la naissance, le problème serait résolu. Mais ce qui se passe, c'est que en général, l'inscription, l'enregistrement se fait à la naissance et souvent, les éléments biométriques ne sont pas faciles à saisir à ce stade-là. Et un grand nombre de pays attendent que la personne atteigne l'âge de 16 ans
avant d'établir son identité et de la fixer sur un numéro d'identité national. Et l'autre façon de procéder, c'est de le faire selon l'autre modalité, mais cela présente des limites au moment du retour à la naissance. Et je trouve qu'on peut également avoir deux numéros et pas seulement un seul. On peut trouver une façon de les apparier, ces deux numéros, mais là, on crée une autre base de données, si vous voulez. Et souvent, également, et lorsqu'on a le système biométrique et le système biographique, on peut à ce moment-là établir des passerelles fixes. C'est possible, à vous de voir. Et voici donc la façon dont j'ai moi-même établi cela sous forme de tableau, ce qui nous explique un peu quelles sont les difficultés que soulèvent ces quatre modalités. Si vous voulez générer un numéro d'identité unique dans le système d'enregistrement civil, ou vous pouvez le faire avec une identification plusieurs années plus tard, ou le faire au même moment. Cependant, il y a quelques éléments de friction. Par exemple, le système d'identification civile peut contenir également certains éléments concernant la résidence, par exemple temporaire. Et donc, il faut trouver une façon de générer également des chiffres à ce moment-là correspondants. Je vous épargne la lecture de l'ensemble du tableau. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, ce n'était pas censé être lisible de toute façon, donc ne vous inquiétez pas, ne vous crevez pas les yeux. Mais donc, ça me vient de dire que ce rapport est maintenant publié et donc on peut y accéder. Et il y a environ 70 pays dont certains ont un système d'identité nationale à travers un chiffre, un numéro unique. Et je pense que vous connaissez déjà le fait qu'un grand nombre de pays donnent un chiffre qui commence par la date de naissance. Donc le YYMMDD en anglais. Et d'autres mettent plutôt la région de naissance. Et puis, il y a d'autres possibilités, comme aujourd'hui, ils donnent un numéro aléatoire à une personne. Et là encore, moi-même, j'ai ici un tableau simplifié qui présente les avantages de ces différentes catégories, ainsi que les inconvénients. Je crois que c'est une bonne analyse des avantages et des inconvénients de ces options. Et vous pouvez également nous faire part d'un grand nombre d'innovations que vous auriez pu vous-même observer par rapport à ce que j'ai à dire. Par exemple, la date de naissance qui a déjà été mentionnée lors d'une des autres séances. Si vous avez un numéro d'identification qui commence par la date de naissance, eh bien, vous allez des gens qui viennent pour s'inscrire sans connaître leur date de naissance. Et alors, on élabore ainsi ça avec 10 000 personnes et donc vous avez la date de naissance, c'est le 1er janvier 1968, tout simplement parce que ça a été généré automatiquement par le système. Et puis, il y a également la question de la localisation de la naissance, et donc le lieu de naissance n'est plus un indicateur d'identité convaincant. Et puis, il y a les numéros qui pourraient donner lieu à des séries. Et si vous entrez dans le détail de la façon dont on a conçu et conceptualisé ces numéros, vous voyez bien que les informaticiens ont une façon de faire, par exemple, pour indiquer le sexe, et ils vont ajouter quelque chose au mois de l'année, par exemple. Et puis récemment, on a dit qu'il y a le problème des gens qui sont plus que centenaires. Et alors à ce moment-là, comme on a prévu que deux chiffres pour indiquer la date, il faut trouver quelque chose pour tricher ou améliorer le système. Et donc, on a toujours trouvé des systèmes D, des modalités improvisées. Et qu'est-ce qui va se produire au cas
ou tous ces systèmes qui ont tous des avantages et des inconvénients, il faut faire un choix entre eux. Alors, il faut tenir compte de la question de la vie privée ou des renseignements personnels lorsqu'on a un numéro d'identification personnel qui contient tellement de renseignements personnels. Il faut faire preuve de prudence. Et à vrai dire, bon, c'est tellement facile de faire du profilage. On n'a même pas besoin de fonder sur l'ensemble des données, mais plutôt sur le profil à proprement parler. Parfois, on a recours à des chiffres ou à des numéros de série aléatoires qui favorisent l'anonymat. Et figurez-vous qu'en Chine et au Japon, on a tendance à employer 11 chiffres plutôt que 10. Et dans d'autres pays, 14 chiffres. Il y a une étude fort intéressante qui a été menée auprès des gens ordinaires à la base. Et il y a un monsieur qui a dit, bon, quand un enfant est né, il faut aller consulter un système informatique à la date de naissance et leur affecter un numéro. Mais s'il y avait un numéro aléatoire et qu'on imprimait tous ces numéros de série et on les envoyait à un centre d'inscription de naissance, eh bien, c'est la façon la privilégiée de procéder. Alors, on s'intéresse à votre rétroaction, mais ça, c'est vraiment prometteur. Alors, avec le recul, quand on s'est demandé pourquoi on fait tout cela, pourquoi on s'intéresse tellement à la biométrie, c'est parce que, bon, on s'intéresse à l'identité civile ainsi que l'inscription à la naissance, le certificat de naissance. Donc, ce sont les éléments clés. Ça fait partie de son identité juridique et vous savez jusqu'à quel point ce serait difficile de... En fait, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte, le lieu de naissance, et, entre autres. Et la majorité de ces renseignements font partie de cette identité juridique. Et à ce stade-là, lorsque toutes ces données sont versées dans le système, c'est un peu comme ça devient un système, une fonctionnalité pour faire le décompte du nombre d'habitants dans votre pays et de recueillir des renseignements. Alors, en guise de conclusion, il faudrait que les deux systèmes soient jumelés et un PIN, un numéro d'identification personnelle, pourrait jouer un rôle essentiel. Il y a beaucoup de pays qui affectent ou qui émettent plutôt des numéros dès la naissance. Mais ces systèmes représentent le passé, le présent et l'avenir. On ne peut pas tout simplement modifier l'avenir lorsque le système recueillit les données différemment par le passé. Et comme j'ai dit, il faudrait vraiment remédier à ce problème de façon urgente pour ce qui est du SDG 16.9. Merci infiniment de votre attention. Merci pour cette excellente présentation. Alors maintenant, il y a la Mauricie des exemples fort pratiques sur l'inscription de la dette et l'identification, ou enfin la façon de catégoriser le coût du décès. Et en fait, il est responsable de la collecte de données sur les coûts associés au décès à l'ONU depuis 1970. Et il n'y a que la Mauricie qui
génère ce genre de données et de statistiques. Donc, c'est le statisticien en chef du ministère de la Santé. La parole est à vous, monsieur. Thank you, Sam. So first of all, I wish to... Tout d'abord, je tiens à remercier la Banque mondiale et j'aimerais tout simplement vous dire que ce document a été disséminé ici à cette conférence et dans l'Afrique, dans le continent de l'Afrique. C'est complètement blanc, sauf les Seychelles, la Mauricie et un autre pays. Et bon, il y a l'Afrique du Sud et l'Égypte. Mais en ce qui concerne les statistiques qui sont à la fine pointe de la technologie, il n'y a que la Mauricie et l'Afrique du Sud. La Mauricie, c'est une petite île de quelques centaines de kilomètres carrés avec une population de 1,3 million d'habitants et il y a environ 10 000 décès par an en Mauricie. Eh bien, il y a un certain chevauchement entre le premier exposé et le mien. Le précédent était plus théorique et le mien est plutôt fondé pratico-pratique, qui me permettra de vraiment parler beaucoup moins longuement. Alors, à la naissance, on a une inscription d'office obligatoire selon la loi dans les 45 jours. Et ça, c'est dans 99% des cas, à très peu d'exceptions. En Mauricie, il y a, comme j'ai dit, un enregistrement des décès et des naissances à 100%. Et tous les décès en Mauricie sont certifiés par un médecin, sauf dans certains cas très rares où il y a eu une disparition. Par exemple, par le passé, les systèmes d'autopsie étaient communiqués de façon orale, alors que dorénavant, c'est par écrit ou sous forme électronique. Bon, il y a toujours un certificat de cause du décès qui contient le numéro d'identité nationale ainsi que le nom, et on se conforme à la recommandation comme quoi on emploie les codes chiffrés. Par exemple, un patient atteint par le cancer, si cette personne est dans un accident de voiture, on va mettre sur le certificat qu'il est mort dans un accident de voiture. Alors ça, c'est une bonne chose. On ne va pas divulguer les maladies médicales des gens qui n'en sont pas morts de ces maladies. Alors, imaginez-vous que... Sorry, please hold on. There's a voice coming from, I don't know, whether somebody hiding under the chair. If you can help us. On entend la voix de quelqu'un, dit le monsieur. La voix de Dieu, par exemple. Oh. Eh bien, c'est peut-être un cellulaire ou on ne sait pas quoi. Bon. On ne va pas prêter attention à ça. Eh bien, ce n'est pas tous les statistiques qui sont pertinents. Alors, si le médecin ne donne pas les renseignements pertinents, on ne peut pas inscrire la cause du décès. Donc, en fonction du modèle australien, j'ai formulé un document qui a été envoyé à tous les médecins en Mauricie. Et ce document est très important.
si vous voulez que, si on tient à ce que les certificats soient vraiment de qualité, il faut absolument que les médecins inscrivent les renseignements pertinents et exacts. J'aimerais en venir à la question de la validation de l'enregistrement et de la certification. Depuis 2008, quand quelqu'un mourait, il était obligatoire pour le déclarant d'apporter une pièce d'identité nationale de soi-même ou de la personne décédée. C'est comme une espèce de garde-fou. Alors, il est très rare qu'il y ait des erreurs, hein, car on emploie le numéro d'identification dans ce processus. Lorsque nous inscrivons un décès qui est obligatoire avant la crémation, l'agent d'état civil va repérer les informations relatives à la naissance pour permettre, si vous voulez, une vérification, une correspondance entre la naissance et le décès. Et tout ce dans le but de contre-vérifier et de ne pas faire d'erreur. Eh bien, nous recueillons des statistiques depuis 1980. Mais en fait, c'est à partir de 1945 que notre homologue est mort. Et donc, la Mauricie continue à soumettre ou à verser les informations portant sur les causes des décès dans la base de données de l'Organisation mondiale de la santé depuis 1957. Alors, ce système électronique a beaucoup évolué et a favorisé le flux des renseignements en Mauricie. Très souvent, et écoutez bien s'il vous plaît, la Mauricie, c'est très souvent le premier pays au monde de fournir des statistiques exhaustives à l'ONU, plutôt à l'OMC, non seulement parce que nous sommes un petit pays, mais nos statisticiens sont bien formés et sont très calés en technologie. Et même avant de venir ici faire cet exposé, les données du mois de décembre 2017 ont déjà été validées et emmagasinées. Et donc, nous sommes les meilleurs au monde sur ce plan. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un atout pour la Mauricie. Alors, nous avons une loi qui vise la protection des données et des renseignements dans le cadre de ce processus de flux d'informations. Selon la loi, on interdit la divulgation de renseignements confidentiels ou à caractère personnel, et cela dans le but d'accélérer le processus et d'améliorer l'efficacité à toutes les étapes. Bon, là je vous parle théorie, mais j'aimerais vous parler plus pratico-pratique maintenant. Alors voici ma carte d'identité personnelle, voici mon passeport et le même numéro d'identification y figure. Je ne vais pas vous divulguer le montant de mon salaire mensuel, mais voici ma carte, enfin le numéro d'identité qui figure sur mon traitement de mon emploi. Et ça, c'est le certificat de décès de ma mère. Et ça, le code d'identité nationale y figure. Voici le certificat de naissance de mon fils. Et bon, le numéro y figure. Alors, c'est
notre façon de faire en Mauricie. Merci de votre attention. Merci infiniment et félicitations pour tout ce que vous avez fait dans votre pays. Prochaine exposé de la Slovénie. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 100 ans, les pays scandinaves, le Norvège, le Suède, ont su mettre sur pied un système d'état civil national. Ils ont leur propre numéro d'identification informatisé et ils ont fait réaliser beaucoup de progrès depuis au cours des quelques décennies. Ils ne font plus de recensement tous les 2 ans. Ils ont recours plutôt à leur système de renseignement d'état civil. Alors, c'est ce sur quoi va porter le prochain exposé. Merci à Martina de se joindre à nous aujourd'hui. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Je suis ravi de vous dire que notre système de la Slovénie s'est fait décerner un prix comme un modèle de pratiques exemplaires. Je travaille pour l'Institut de santé de la Slovénie. Alors, cet exposé traitera, vous présentera le point de vue des assureurs de soins de santé. La Slovénie est un petit pays avec seulement 2 millions d'habitants et nous avons tous et toutes 3 numéros d'identification dont la principale est le numéro de citoyen et qui est inscrit à la naissance, mais pour des raisons juridiques, on ne peut pas l'utiliser dans tous les contextes, d'où l'importance du numéro d'assurance sociale pour les soins de santé, entre autres, et nous avons également un numéro pour le fisc. Alors, comment obtenir un numéro de citoyen unique à la naissance? Il y a 14 hôpitaux de maternité en Slovénie et 90% des naissances sont dans ces hôpitaux-là. Tous les hôpitaux de maternité sont reliés au système naissance électronique qui a été élaboré par le ministère de la Santé, de l'Intérieur et de l'administration publique. Alors, comment cela fonctionne? Une fois admise à l'hôpital de maternité, la mère et le père si présents s'identifient en présentant leur carte d'assurance santé. Alors, leurs données d'identification est versée dans la demande de naissance électronique. Après la naissance, les renseignements portant sur le bébé est versé également dans ce système et envoyé au centre centralisé où un numéro unique est généré et renvoyé par la suite à l'hôpital. Eh bien, la mise en vigueur de ce système prévoit un certain nombre d'avantages, dont notamment un accusé de réception immédiat du numéro d'identification de la part de l'hôpital et les données relatives à l'enregistrement de la naissance est envoyées sous forme électronique dans le fond, cela veut dire que il n'y a plus vraiment, il y a beaucoup moins de paperasse et beaucoup moins d'erreurs et tout le processus est raccourci. Et la mise à jour des données dans d'autres registres qui font la collecte de données du registre central est accélérée et bonifiée et les parents peuvent avoir recours ou plutôt se prévaloir de leurs droits plus rapidement et le temps d'obtention du nouveau certificat de naissance est raccourci et la qualité et l'exactitude de la capture de données pour la santé et les mesures analytiques est bonifiée et l'émission
d'une carte assurance pour le bébé est beaucoup plus rapide que par le passé et ça permet des renseignements plus exacts quant aux services de soins de santé prodigués au bébé. Une fois que les données sur un nouveau-né est versé dans le système central, c'est transféré au système de soins de santé. Société d'assurance santé de la Slovénie, en fait, dans le nuage, en quelque sorte, font un échange ou un partage de renseignements simultanément en tout moment. Lorsque les renseignements sont versés dans le système d'assurance santé, on émet un numéro d'assurance à une personne et la carte d'assurance médicale est émise. Et on présente cette carte pour lorsqu'on va chez le médecin ou pour obtenir tous les soins médicaux. Et notre institut de santé en Slovénie est le seul fournisseur d'assurance obligatoire universitaire et notre responsabilité, c'est de fournir aux assurés de donner suite à leurs droits à des soins de santé en collectant des primes et en étant des assureurs pour les soins de santé pour les services qui sont prodigués. Selon la loi, toute personne ayant la résidence permanente en Slovénie doit figurer ou doit être inscrite dans ce système d'assurance santé. Nous sommes dans l'obligation d'office pour toute personne qui n'a pas d'assurance pour plus de 20 jours doivent obtenir un numéro. Alors, il s'agit là de nouveaux résidents permanents qui n'ont pas encore obtenu leur assurance valide et de ce fait, ils n'ont pas contribué de cotisation. Il s'agit de gens qui n'ont pas fait changer leur statut d'immigration. Un étudiant qui a terminé ses études et qui fait partie de la population active mais qui n'a pas été inscrite au registre. L'année passée, il y a seulement 400 personnes qui n'ont pas répondu à nos appels et qui n'avaient pas d'assurance santé valable. Et dans la plupart des cas, ces gens-là, vraisemblablement, habitent plus en Slovénie. On a une solution qui nous permet de valider ou de vérifier son assurance santé, soit sur le portail en ligne ou soit sur son téléphone intelligent. Donc, la population intégrale de la Slovénie est couverte par cette assurance et fait partie de le système de santé. Cette carte d'assurance médicale doit être présentée chaque fois qu'on a recours aux services de soins de santé. Les fournisseurs de soins de santé nous facturent pour chaque service, pour chaque patient ou personne, grâce au système de facturation électronique. Et de cette façon, nous recueillons énormément de renseignements provenant de la facturation qui nous permettent de favoriser le processus de prise de solution, de faire le suivi, de prédire les tendances qui se dessinent à l'avenir, etc., et d'éviter toute pierre d'achoppement. Bien entendu, il s'agit de renseignements personnels délicats et je vous rassure que toutes ces données sont protégées en vertu de notre loi. Et la loi portant sur la protection des renseignements personnels a plus de mordant que la vaste majorité des lois dans l'Union européenne. Et l'accès est très limité et entreposé dans des centres de données qui sont entièrement dépersonnalisés. J'espère que cela vous a intéressé, non seulement avec le beau paysage, mais avec les pistes de solutions qu'on vous propose, et je serai ravi de répondre à vos éventuelles questions. Merci Martina de cette excellente présentation. Nous allons passer l'exposé prononcé par la Corée. La Corée est un cas
de succès. Ils ont su lier l'inscription civile et le système TI. Et ils se sont décernés des prix par les Nations Unies. Je tiens à vous présenter le professeur Mina Khan de l'Université Mumans. La parole est à vous. Merci infiniment. Les gens me demandent souvent s'il y a une faute d'orthographe, mais c'est vraiment l'université des femmes. Et ça veut dire que chaque femme revêt d'une certaine importance unique. Et c'est pour cela que nous l'avons épellé de cette façon. Alors, merci infiniment de m'avoir donné fourni cette occasion de faire le point sur notre système d'enregistrement civil et de statistiques essentielles qui permet une assurance universelle de santé. Nous avons 40 membres et le professeur Quimby, c'est des nôtres aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la façon dont le UDA est utilisé pour le UHC en Corée, j'aimerais vous présenter un cadre que nous employons. En l'occurrence, il y a 2 ans, nous avons rédigé un document fondé sur les recherches menées par Rudd et Marette où ils ont formulé un outil de politique de repérage. Et dans ce document, le CRV a 2 fonctionnalités importantes. Dans un détecteur, comme quoi cette fonctionnalité permet au gouvernement de recueillir des informations, c'est-à-dire que le CRVS, qu'on peut l'utiliser pour obtenir des renseignements personnels. Et en même temps, cette fonctionnalité sert d'outil que le gouvernement peut employer pour changer le cours des choses et pour pour avantager ces gens. Et c'en est un exemple utile. Donc, cet outil a une double fonctionnalité, à savoir détecteur et effecteur. Et on l'a souvent qualifié de modèle cubique. Le clicker ne fonctionne pas. Down? Not on the screen. Okay. So, yeah, I will just use. Alors, on va laisser tomber, mais cet outil UHC est un modèle cubique avec 3 dimensions dans la population, les avantages sociaux et une ventilation des coûts. Alors, grâce à ce modèle, on peut prédire quelle proportion de la population est couverte par ce système. Et le système CRVS est souvent lié à la base de données sur l'assurance santé. On peut déterminer la proportion des services qui en sont défrayés ou couverts par ce système, de même que le coût intégral qui est couvert par ce système d'assurance santé. Et parallèlement, si on sait quels assurés sont couverts par ce système, on peut déterminer le niveau d'inégalité ou d'inéquité dans le système. Vous aviez ici un bref historique du système coréen et vous voyez les changements qu'il a subis. Un rôle de détecteur, un rôle de défecteur ou d'agent d'efficacité. Il y avait un système de l'État civil depuis 1968 en Corée. Il servait d'instrument de gestion administrative à l'époque. Il n'y avait pas de communication avec les citoyens. C'était utilisé surtout pour contrôler la mobilisation de la population. C'était un instrument très simple de gestion administrative avec un manque d'attention aux services apportés à la population. En comparaison, dans les années 90, la Corée avait établi un système d'inscription électronique avec une base de données électronique et
Donc, le but du système d'état civil était d'être plus efficace en matière d'administration. Il y avait une communication à 2 voies, mais incomplète, et on avait établi avec cela un processus administratif rapide et efficient pouvant fournir une information administrative malgré tout quelque peu fragmentaire, car à l'époque, il y avait un manque de sensibilisation vis-à-vis la protection de la vie privée. Depuis maintenant les 2000, on a intégré le système, un système d'inscription des résidents électroniques et un autre système aussi dont je parlais dans ce moment. Avec ce système, le Corée peut fournir un service administratif intégré et maintenant une communication complète à 2 voies entre gouvernement et citoyens. N'importe qui peut obtenir les documents dont ils ont besoin, n'importe où, à n'importe quand. Donc, à partir de son ordinateur personnel en pleine nuit, bon, voilà. Donc, ayant maintenant ce système de partage des données administratives, nous pouvons fournir un service administratif intégré et nous avons commencé à porter plus attention à la protection des renseignements personnels. Ici, vous avez un aperçu du système de partage de l'information administrative. Comme vous le voyez, ce système est localisé au ministère de l'Intérieur. Il recueille toutes les données des organismes sources, le gouvernement local, les gouvernements centrales, les passeports, l'impôt, l'immigration, les militaires, etc. 144 catégories d'informations sont recueillies et c'est ensuite utilisé par ces mêmes organismes, 4 agences, gouvernement central, local, agences publiques, établissements d'éducation, etc. Alors, la clé, c'est bien entendu, comme toujours, le numéro d'identification unique qui sert à relier tous ces organismes sources avec les organismes utilisateurs par voie des bases de données. Alors, ce numéro unique fournit aussi une fonction semblable dans le système de soins de santé. La Corée, comme ailleurs, a beaucoup de parties prenantes dans le système d'assurance santé nationale, le ministère de Santé et Bien-être, la Société d'assurance santé, les patients et le grand public, les établissements de soins et aussi un institut qui évalue les demandes de remboursement. Dans ce système, avec leur numéro unique, les patients ont accès aux données et le prestataire donc peut être remboursé, faire évaluer ses demandes et on peut aussi contrôler les dépenses. En même temps, le gouvernement peut aussi faire des politiques en matière de couverture de santé et prendre des décisions et aussi promouvoir l'innovation au sein du système. J'aimerais maintenant vous parler de comment ce numéro unique travaille pour nous aider dans le système de soins de santé pour obtenir la couverture universelle. Nous avons divisé ça en 4 éléments. La prévention de la maladie, la gestion des maladies, le système de soins de santé et l'utilisation des données en matière de santé. Bon, par rapport à la prévention, comme vous le voyez, le numéro unique peut être utile, par exemple, dans le processus d'inscription, de gestion, et nous permettre d'obtenir un examen et rétroaction. Si nous regardons, par exemple, la vaccination, vous voyez là, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation travaillent avec la Société d'assurance nationale et les établissements médicaux ainsi que les centres publics de soins de santé pour ce qui est de l'enrôlement, de la gestion et l'examen et la rétroaction des informations touchant la vaccination des enfants. Tout le système est géré grâce à cet identificateur unique. Alors, la promotion, donc, opère de façon semblable. Également, pour la nutrition des enfants, il y a un programme qui s'appelle le projet d'aide alimentaire aux enfants mal nourris avec un projet unique.
nous pouvons enquêter sur l'environnement personnel et du foyer d'un enfant pour déterminer son admissibilité à l'aide alimentaire et les besoins spécifiques. De plus, un autre programme Nutri Plus pour les femmes enceintes et les femmes postpartum. L'idée étant d'utiliser l'information grâce au numéro identificateur unique pour identifier qui sont les femmes enceintes qui ont besoin d'aide alimentaire du gouvernement. Bon, pour ce qui est de la gestion des maladies infectieuses ou chroniques. Alors, les patients de maladies infectieuses, le numéro unique peut être utilisé pour les inscrire, gérer la maladie, ainsi que pour fournir encore une fois l'examen de rétroaction pour la tuberculose et autres maladies de la sorte. C'est un peu semblable. On voit ici que ces gens-là sont vérifiés ou subissent des tests anonymes, puisqu'il s'agit d'informations délicates. C'est gratuit à un centre local. Par la suite, la gestion de ces patients VIH-Sida est faite grâce au numéro de contrôle qui est engendré par la suite. Et pour ce qui est de la gestion des maladies chroniques, le système d'assurance santé a développé un projet pilote pour gérer des patients ayant des maladies chroniques. Une fois qu'un patient est enrôlé dans le système de l'assurance santé, ils peuvent envoyer leur pression sanguine et leur niveau de glucose sanguin au sondage à l'institution, et ceci fournit aux prestataires de soins de santé médicaux, ce qui permet aux docteurs de suivre la situation des patients ainsi que de renvoyer leur avis aux patients. Nous venons d'entendre de notre collègue Martina de la Slovénie. Nous utilisons aussi un numéro unique pour l'enrôlement de la gestion et l'examen. Et cela va pour l'assurance santé ainsi que pour les soins. Une assurance publique, l'assurance médicale, c'est pour les gens qui sont trop pauvres pour payer. Alors, presque 100% de la population coréenne est couverte par l'un ou l'autre de ces systèmes. Comme vous voyez dans la photo ici, le numéro unique, la base de données est composée de diverses sous-bases de données de toute la population de 50 millions de gens en Corée, nous permettant de l'utiliser pour gérer l'admissibilité et les contributions médicales pour les services médicaux, pour les services de tri médicaux et pour les services de soins à long terme. Et vous pouvez voir ici que chaque base de données est reliée par le numéro d'inscription unique. Un code d'identification unique et inchangeant affecté à tous les citoyens coréens depuis 1968, date de la création de l'établissement de l'État civil en Corée. Et comme vous pouvez bien vous l'imaginer, ce numéro d'identification unique est utilisé à l'analyse de données personnelles. Vous voyez donc ici, par exemple, qu'avec cet identificateur unique, un patient peut s'inscrire dans le système de soins de santé fourni par la société d'assurance. Et sur le site Internet, la personne peut fournir les informations sur leur style de vie et leurs médicaments eux-mêmes. Aussi, le site Internet fournit de l'information pour lutter contre certaines maladies, diabète, obésité, pression élevée, ainsi que de l'information qui peut faire de la prévision de maladies. Une personne peut donc s'inscrire et obtenir des résultats automatiques en remplissant un questionnaire. Ils peuvent aussi obtenir des suggestions de médicaments à prescrire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si on combine cela avec de bonnes données, bon, c'est aussi relié à d'autres bases de données telles que le système de météo et le système de qualité de l'air, permettant ici de prévoir la tendance médicale pour certains problèmes et envoyer un avertissement pour des problèmes d'air. Ça, c'est surtout pour la prévision par rapport aux gens qui ont des problèmes respiratoires comme l'asthme. De plus, ça peut être utilisé pour transférer le dossier médical. Il s'agit d'un élément qui débute cette année.
le ministère de la Santé et Bien-être a annoncé qu'ils vont normaliser tous les dossiers médicaux électroniques partout dans le pays, de sorte que les gens puissent le transférer d'un établissement ou d'un prestataire de soins à un autre. Avant, il fallait l'avoir sur papier ou sur un CD si on voulait le transférer d'un endroit à un autre hôpital. Mais à partir de maintenant, 2018, et nous l'espérons que ce sera complet l'année prochaine, il y aura un système permettant le transfert complètement électronique. Aussi, pour ce qui est des données de l'assurance santé, l'analyse des métadonnées. Alors, pour le but ici, ce numéro unique est enlevé pour protéger la vie privée des gens et d'autres. Aussi, l'utilisation des données fournies est restreinte et ça doit être utilisé uniquement pour la recherche universitaire ou de politique en matière de santé. Vous voyez ici que la Corée a développé un système qui est passé d'un rôle de détection qui était utilisé comme outil pour contrôler la population et maintenant c'est utilisé pour fournir des avantages, des services aux citoyens. Simultanément, puisque c'est très relié à d'autres bases de données, il y a cette préoccupation continue au sujet de la protection des renseignements personnels. Il y a plusieurs cas notoires où il y a eu coulage d'informations personnelles. Nous avons une loi là-dessus, comme ici, ainsi qu'une loi sur la protection des renseignements personnels dans les mains d'institutions publiques. C'est assez long. Nous avons ces lois, mais les gens disent qu'il n'y a pas assez de protection des renseignements personnels. Et il nous faut donc une autre loi sur la protection des renseignements médicaux qui va spécifier les règles touchant la protection des renseignements médicaux. Simultanément, avec une demande croissante pour les données d'être utilisées pour différentes fins, il y a ce débat continu sur le niveau de réglementation qu'il faut mettre en œuvre. Donc, il faut avoir un équilibre entre l'utilisation des données tout en protégeant les renseignements personnels des gens. Et ça, c'est un débat continu. Merci beaucoup. Thank you, Mina, for the insightful experience from Korea. On a 20 minutes pour les questions. The opportunity to also share your rich experience et de partager votre expérience of civil registration and civil identification. Those are some of the practices. Alors, collègue, oui. Allez-y. Il faut votre question peut-être pour une personne spécifique ou pour n'importe qui. Il faut parler au micro en bout de champ. Je suis de la Thaïlande et j'ai une question à ma collègue coréenne. Récemment, j'ai entendu aux nouvelles qu'il y a eu un coulage par piratage des chiffres ou des données. Et votre numéro d'identification unique est un peu semblablement à ce que le premier conférencier dit. C'est facile de le décoder. How the government et comment le gouvernement que fait le gouvernement pour sécuriser ces données-là? Et est-ce que les pays partagent le numéro? J'ai entendu dire que le sexe et le niveau de la date de naissance est incorporé au chiffre et facile à décrypter à partir du numéro d'identificateur unique. Ma deuxième question est également pour ma collègue de la Corée, Mina Kang. Il semble que vous avez une base de données par rapport à la santé. Ensuite, vous avez le système de santé, d'assurance santé dentaire. Est-ce qu'il y a des communications entre les deux? Comment est-ce que le pays gère ces grandes bases de données pour obtenir des résultats unifiés? Merci beaucoup. Could you please? Oh, no, sorry. Jonathan. Bon, Jonathan, posez votre question. On va prendre plusieurs questions. Merci beaucoup.
4 excellents exposés là. Ma question touche quelque chose que nous faisons dans nos opérations. C'est quand un pays introduit un numéro d'identification unique et qu'il y a déjà des systèmes multiples qui existent, comment est-ce que vous pouvez faire entrer ce système de façon fiable dans ce système pour être sûr que vous mettez le bon chiffre au bon dossier? Comment vous insérez donc le chiffre dans le numéro d'identificateur unique dans les systèmes déjà existants lorsque vous introduisez le concept? Merci, merci. Oui, excellent exposé. Merci pour votre expérience. Ma question, c'est pour tout le monde. De nombreux pays essayent très fort de donner suite à vos expériences en matière de l'État civil. Quels ont été les facteurs qui ont le plus facilité, les occasions qui ont le plus rendu possible de passage à l'identificateur unique? Donc, quels ont été les éléments clés, les occasions, les facteurs qui ont favorisé le succès de l'introduction d'un identificateur unique et quelle est la perspective de votre population sur l'introduction de ces chiffres-là? Merci. Je suis Rabadi de Data Watch, excellent exposé. Je vous remercie. Ma question pour vous, c'est pour l'établissement des systèmes d'État civil, on a des lignes directrices internationales des Nations unies pour nous aider, mais pour l'intégration de l'identificateur unique et de l'inscription à l'État civil, il n'y en a pas pour le moment. Mais si vous étiez chef de file mondial et vouliez pondre des lignes directrices sur la chose, quel processus devrait servir à établir ces lignes directrices, si on voulait en faire? Citer les présentateurs, les conférenciers. Nous sommes en train de tendre au niveau du Cameroun aussi vers un identifiant unique. Nous sommes avec l'appui, n'est-ce pas, de la coopération allemande en train de mettre en place un schéma directeur de l'informatisation. Ma question est de savoir comment la biométrie étant difficile à la naissance de l'enfant, comment pouvons-nous garantir que ce numéro accordé à l'enfant, accordé à la naissance, ne peut pas être modifié de manière frauduleuse jusqu'à la majorité de l'individu? Yes. Thank you. Merci, félicitations à vous tous, non seulement pour les exposés, mais aussi pour les réalisations que vous avez pu avoir. Ma question touche celle des facteurs habitants, mais ça parle plutôt du retour sur les investissements. Nous savons que dans de nombre de pays où une idée de la sorte est introduite, ce n'est pas toujours mis en rapport de façon efficace avec le registre d'État civil. Cette question d'intégration est importante. Alors, dans les cas que vous représentez ou de votre recherche, avez-vous des éléments de preuve sur le retour sur l'investissement qui vient de cette intégration ou les coûts associés du fait que les systèmes ne sont pas bien intégrés? En vous remerciant, ça fait 6 questions. Voilà, oui, allez-y. Oui, il y en a des questions. C'est bien. Merci. Je suis le Bangladesh, bureau du Premier ministre. Excellente présentation. Félicitations à vous tous, mais je n'ai pas pu faire autrement que remarquer que les 3 pays avaient un système de soins de santé universel, avec accès universel, et de ça depuis quelque temps. Ça peut être vu comme étant justement l'incitatif pour l'efficacité d'un système d'identificateur unique. Quels autres incitatifs pouvez-vous suggérer pour des pays qui n'ont pas une couverture ou une assurance médicale universelle? Il doit y avoir d'autres facteurs pour faire pousser ou avancer les idées des systèmes d'inscription à l'État civil. Donc, ce serait intéressant que vous vous exprimiez là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci pour toutes ces questions. Alors, je ne sais pas si on pourra y répondre de façon adéquate. On va commencer avec Sanjay. Sanjay, si on prend l'exemple d'un pays comme l'Éthiopie,
qui est un système papier. Et disons qu'ils veulent faire la transition vers un numéro d'identification et un système électronique. Expliquez-nous comment ça pourrait se faire. Ça nous donnera une idée. Et ça répondra en partie à certaines des questions posées. Merci beaucoup, Samuel, pour me pousser dans l'abîme avec cette belle question que je vais attraper au vol, en tout cas. L'Éthiopie, oui, est un exemple classique. C'est encore un système décentralisé où il y a 63 000 unités municipales ou administratives où on émet des identités. Même le morceau de papier est différent d'un endroit à l'autre. Il s'agit donc d'un exemple typique. Et l'exemple simple qu'on a donné de savoir si on avait un système où on pouvait simplement insérer l'identificateur unique. Bon, ça peut coller à ce qui fonctionne en Éthiopie. Bon, quand on pense à un système informatisé qui serait disponible en pleine nuit pour inscrire une naissance, on peut oublier ça pour l'Éthiopie pour le moment. Et c'est là qu'on dit qu'un système simple comme celui-ci pourrait fonctionner. Alors, je profite de l'occasion pour répondre à certains autres éléments de questions qui sont un peu de mon ressort. Jonathan a posé une question au sujet des numéros d'identité. Et j'ai fait allusion à ça dans mes remarques. Bon, les systèmes, de par le passé, bon, ces systèmes-là ont une vie, ils évoluent. Beaucoup de gens trouvent des solutions en disant qu'à partir de demain, je vais faire des choses comme cela dans l'État civil. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les données passées? Bien, les données du passé se trouvent dans deux formes. Un, c'était déjà informatisé à un moment donné. Donc, c'est dans un vieux système informatique qui appartient à une certaine génération. On n'est pas trop sûr si ces données sont saisissables aujourd'hui, si on peut le transférer ou mettre à jour d'une façon ou d'une autre. Et l'autre, c'est les dossiers médicaux papier dont on ne sait trop ce qu'on va faire avec. Allez-vous employer une armée de scribes qui va les saisir dans les systèmes? Allez-vous les envoyer dans les centres de données en Inde où travaillent de nombreuses personnes à faire ce genre de travail? Bon, les gens ne connaissent pas le système dans les pays, ils ne connaissent pas l'opération correcte et non, vont faire beaucoup d'erreurs. Alors, excusez-moi de revenir à ma façon de faire, mais j'ai souvent visualisé que l'on ait des pages de registre ou des cartes d'inscription et tout ce qu'on aura à faire, c'est d'inscrire le numéro d'identité unique sur chacune de ces pages et d'en faire un scan électronique. Donc, si vous cherchez un numéro en particulier, la page nous vient à l'écran sous forme d'image. Donc, c'est électronique à demi. Alors, il y aura une période de transition donc, pendant laquelle on amène les systèmes plus ou moins à hauteur d'un système vraiment complètement numérisé. Je crois que ces étapes intermédiaires, il va falloir y songer. Nous pouvons toujours, bien sûr, faire une analyse coût-bénéfice là-dessus. Et cette question pour le rendement sur l'investissement en est une importante. Bon. Pour la première fois ce matin, dans un des exposés, il a été mentionné que le fait d'avoir un numéro d'identification unique peut économiser des coûts. Alors, peut-être qu'on peut y songer comme étant l'étude qui doit être menée. Et je serais moi-même enchanté d'y aller avec cette étude. Et ma dernière remarque, chose à laquelle dont je peux me vanter, j'ai participé à de nombreux comités de normalisation de par le monde. Alors, la question savoir s'il y avait un processus ou une norme quant à l'endroit où consigner les données. Bon, moi, je considère ça de façon très simple. Bon, est-ce que c'est dans un système national ou un système normalisé d'État civil? Vous savez, les systèmes nationaux sont gouvernés par les lois nationales. Il n'y a pas d'organisme qui parle de normes là-dessus. Mais au moins, pour l'État civil, il y a déjà une certaine
normalisation internationale par les documents des Nations Unies. Mais je ne saurais trouver un endroit dans le système d'identité nationale où on pourrait consigner la chose de sorte à l'utiliser de façon universelle. Il y a les normes de l'ISO. Malheureusement, c'est pour pas pour les administrateurs. Donc, je pense que c'est pour l'État civil que ce serait le bon endroit. Je ne voulais pas aller dans les détails de mon exposé, mais des choses, il y a des techniques qui existent pour nous assurer qu'on peut minimiser les erreurs cléricales, les erreurs de saisie de données quand on rentre des données dans le système. Je dois vous avouer que j'ai fourni là des réponses un peu sommaires. On voudrait ajouter à cela. Nous avons des normes universelles. Je pense que la présente conférence présente vraiment l'occasion de faire des recommandations à cet égard. Donc, pour avoir des normes internationales. Mais la présente conférence, donc, permet de savoir comment procéder de l'avant pour de plus normaliser plus avant. Une façon unique de mettre en œuvre ces systèmes-là. Merci beaucoup. Martina, peut-être que je pourrais ajouter quelque chose par rapport à la question de rendement. Je ne peux pas parler pour tout le système d'État civil en Slovénie, mais seulement celui pour le numéro d'assurance santé. J'ai examiné l'analyse coût-bénéfice qui a été préparée une vingtaine d'années avant même que je commence à travailler pour l'Institut slovène d'assurance maladie. Et ils ont dit qu'ils pouvaient calculer les coûts et les avantages de l'introduction d'un numéro d'assurance aux fins de santé et de la carte soleil équivalente chez eux et que l'investissement se rentabiliserait sur une période de 40 ans. Je ne sais pas si on a vérifié 40 ans plus tard si c'était vrai. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. I think I can answer. Moi, je peux répondre à la première question pour ma part. Il est vrai que notre carte d'identité a des chiffres, 13 chiffres qu'on y voit, avec ma photo et mon empreinte digitale. Et le chiffre de 13, le nombre de chiffres a beaucoup d'informations. Les premiers 6 numéros, c'est ma date de naissance. Le 7e, c'est il m'identifie comme mâle ou femelle, mon sexe. Ensuite, il y a 2 chiffres qui identifient ma région administrative du pays, d'où je viens. Et là, 2 autres chiffres identifient l'endroit dans le pays où la carte a été émise. Et donc, beaucoup d'organismes d'État civil ont soulevé la question de la protection des renseignements personnels. Nous avons plusieurs fois essayé d'introduire des chiffres aléatoires. Ça peut être très commode. Mais en fait, moi, je peux me rappeler mon numéro d'identité parce que je connais les 6 premiers chiffres, ma date de naissance. Mais si c'était 13 chiffres aléatoires, ce serait très difficile pour moi de l'utiliser ou de me rappeler par cœur. En tout cas, petite face, ça part. Mais j'ai un numéro différent pour mon permis de conduire, numéro de passeport, ainsi que le numéro d'assurance santé. Mais maintenant, j'utilise seulement mon numéro d'inscription unique à toutes fins utiles. Donc, si je me souviens de ce numéro-là, si je le mémorise, je peux l'employer à toute chose. C'est tellement commode. Mais le revers de mes temps, et comme vous l'avez dit, c'est qu'il y a eu plusieurs événements scandaleux, d'écoulage d'informations privées, que ce soit par des erreurs du gouvernement, de la compagnie d'assurance ou par les gouvernements locaux. Donc, ça commence à être un problème sérieux. Il y a donc un gros débat en cours de savoir comment trouver l'équilibre entre la protection des renseignements personnels et la commodité de l'utilisation de ces données à des fins de gestion administrative du gouvernement. Yes, those data. Et pour ce qui est des liens, notamment avec le NIS,
Nous pouvons faire toutes sortes d'analyses à condition que l'identification de particulier et que son numéro soit... Et donc on fasse la désidentification. À ce moment-là, on peut utiliser les informations et fusionner les banques de données à condition que l'on ne fasse pas le lien, notamment quand on le fait avec le NHIS. Bien, alors c'est les réponses concernant les lignes directrices pour la fusion et l'intégration des systèmes d'identification et d'état civil. L'ONU a également entrepris cela depuis 1988. Et aujourd'hui, c'est en cours de révision. Et donc, cela permet d'incorporer l'enregistrement et l'identification civile. Et notamment, on a montré les diapos concernant l'intégration des systèmes d'identification et d'état civil. Et nous avons fait une étude de coût qui a été faite avec le groupe CIDS mondial. Et donc, nous avons donc ce qui ont été les pas accomplis en vue de l'intégration. Et donc, on a les documents civils ainsi que l'enregistrement. Et peut-être que l'on pourrait, à ce moment-là, consacrer une séance à l'intégration de l'enregistrement et de l'identification. Je crois qu'il y a d'autres questions qui proviennent de la base. Je vais leur permettre la possibilité de nous faire profiter de votre expérience. Merci de ces excellents exposés. Je pense que ces exposés s'intéressaient à l'intersection avec l'identification et l'assurance maladie universelle. Mais se poser des questions concernant la sécurité et la santé. Et je crois qu'il faut faire très attention parce qu'on a eu des épidémies énormes d'Ebola et de Zika. Et cela a donc suscité l'attention. Et si l'on veut faire de la prévention, l'identification des personnes est de premier plan. Alors, deux questions. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'identification pour des situations non épidémiques telles que, par exemple, le VIH? Donc, peut-être avoir la génération d'identification, mais sans personnaliser. Et donc, pour les épidémies qui sont connues, comment utiliser l'identification pour rendre la surveillance plus pointue? Et deuxièmement, remonter à la question soulevée par des statisticiens canadiens, dont l'un d'entre eux en particulier, qui parlait de choses sous l'angle de la gouvernance au Canada. Il y a eu récemment une crise au niveau des opiacés. Et donc, ils voulaient pouvoir utiliser les données de l'état civil. Et j'aimerais savoir si dans vos pays, il y a des systèmes qui permettent de générer des données en temps utile ou suffisamment rapide pour donner aux élaborateurs de politique la possibilité de faire des recherches et des interventions utiles. Prenons le cas d'une épidémie comparable à celle de l'Ebola. Est-ce que vous pouvez utiliser les statistiques biographiques, par exemple, ou biologiques, comme déterminer que quelque chose ne va pas? So, yeah, thanks a lot again for the presentations. Et d'autres éléments. Alors, s'agissant des cas d'épidémie, prenons le cas des personnes où les gens ne mourraient pas, mais lorsque nous voyons qu'il y a un problème, et il y a les systèmes d'état civil, d'enregistrement de la naissance, et qui sont disponibles jour après jour. Et l'on peut faire donc un suivi qui s'applique à telle ou telle maladie en particulier. Et là, nous pouvons prendre des mesures appropriées. Cela dit, je pense que vous avez raison. Je pense que
le numéro d'identification unique dans les cas où nous n'avons pas de décès. Mais je pense que nous avons donc à l'île Maurice un système qui est assez fort, mais sans l'utilisation du système de chiffres et de numéros uniques. Voici 2 ans, la Corée a eu une épidémie de MEAS et donc nous avons utilisé l'identification pour déterminer comment telle ou telle personne pouvait l'avoir communiqué à telle autre personne. Nous avons pu assurer un suivi et détecter les patients, leurs familles. Et c'était une très bonne chose, mais en même temps. Mais il y avait également des problèmes concernant ces données personnelles parce que il y avait réaction des familles de la part, parce qu'on obtenait les adresses et numéros de téléphone. Et donc ces membres des familles ont fait l'objet d'insultes de la part des voisins du fait de la divulgation. Donc il y a le côté positif, le suivi des épidémies, mais aussi la propagation de l'état de la personne. Et donc il y a une moindre protection des données personnelles. Merci. Merci. Quelques idées me sont venues à l'esprit à mesure que nous parlions. Je crois qu'il est important d'ajouter que si on émet un numéro d'identité nationale à quelqu'un, eh bien, ils ne sont pas obligés d'utiliser ce numéro eux-mêmes. Si nous le mettons au premier plan, eh bien, on rend la protection de la vie privée beaucoup plus vulnérable. Et donc, on peut le mettre à la fin de la filière où l'on crée ce lien à l'arrière, donc en fin de filière. Cela dit, je voudrais revenir à la question des lignes directrices et des normes. Donc, je voudrais vous informer de la façon dont travaille la Banque mondiale à ce sujet-là. Il y a eu un document de base qui portait sur les numéros d'identification, les numéros d'identité. Et j'aimerais lancer un avertissement à propos de mettre cela sous forme de recommandation pour les systèmes de données biologiques ou de données personnelles. Et l'ONU est très bien placée pour traiter de cette question-là, de ces aspects-là. C'est sans doute l'organisation la mieux placée. Mais je pense... Eh bien, il faut que cela implique des intéressés qui vont au-delà des agents des statistiques. Si nous avons souvent le cas un numéro d'identité qui est allemand, mais qui est utilisé en France parce que ça a été communiqué, notamment pour ceux qui sont des gens qui ouvrent des comptes en banque. Pensez par exemple au numéro de téléphone. Nous avons tous des codes régionaux pour nos pays. Aux États-Unis, il y a plusieurs codes régionaux. Ça, c'est émis par les États. Et il se peut que dans l'avenir, il se trouve peut-être que le numéro d'identification aura peut-être des données qui vont rattacher une personne à un État en particulier. Donc, songeons aux répercussions que cela pourrait avoir. En effet, et c'est pourquoi il est très important que l'on envisage un enregistrement civil et pour ce qui est de l'identité aussi. Et donc, je crois que ce qu'a dit Annika illustre parfaitement cela. Chacun a des systèmes et qui soient plus ou moins complets, qui soient plus ou moins précis. Si vous avez le numéro d'identification, on peut l'utiliser pour tous les usages. On peut identifier la personne lorsque la personne s'adresse à nos services. Et donc, nous pouvons l'enregistrer. Et cela peut être utilisé quel que soit l'endroit où se trouve la personne. Ceux qui militent en faveur de la possibilité d'avoir un système de une fusion des systèmes d'identification et d'enregistrement. Donc, je crois que nous commençons à manquer de temps et je voudrais donc remercier nos intervenants
qui nous ont fait profiter de leurs connaissances et également vous remercier de votre participation très active. Merci beaucoup.